Ça, c'est un chat. Et ça, c'est la caméra qui permet à son maître de surveiller qu'il n'est pas en train de bouffer son canapé. Pratique, non. Sauf que si le mot de passe d'origine fourni par le fabricant de la caméra n'a pas été changé, le maître du matou n'est sans doute pas le seul à regarder. Le premier risque à garder le mot de passe d'origine, c'est la possibilité pour un hacker de transformer votre caméra en zombie. En plus de votre caméra, le hacker va infecter des milliers d'autres objets connectés mal protégés et se créer une armée de zombies. On appelle ça un botnet. Et un botnet, ça sert à lancer des attaques en déni de service, aussi appelées attaques DDoS. L'armée d'objets connectés zombies bombarde un site web de requêtes en même temps jusqu'à ce qu'il sature et plante. Ces attaques peuvent faire tomber une banque, un réseau social ou même un État avec de simples caméras de salon. C'est d'ailleurs ce qui a paralysé les sites de la Poste il y a quelques semaines. Mais il y a plus flippant. Sans mot de passe béton, votre vie privée se transforme en Truman Show. Sur des sites permettant de scanner le web à la recherche de caméras ouvertes, n'importe qui pourra mater chez vous et voir si vous n'êtes pas là. Pour éviter ça, on dégage le mot de passe admin ou 1234. On met une phrase complexe et on active l'authentification à 2 facteurs. C'est en quelque sorte le double verrou de votre porte d'entrée. Sécuriser ces objets connectés, c'est protéger sa vie privée, oui, mais c'est aussi éviter d'offrir des armes aux cyberdélinquants. Un pote nous parle de s'acheter les dernières Jordan et bam, v'là-t-il pas que 10 minutes plus tard, Insta nous balance une pub pour des baskets. Alors alerte complot, le premier truc qu'on pense évidemment, c'est d'avoir été écouté par notre téléphone. La réponse courte, c'est oui, le micro de notre téléphone est toujours ouvert, mais non, ce n'est pas pour nous espionner. Pour capter le dit Siri ou le OK Google, un smartphone utilise une puce dédiée, sorte de petit magnétophone qui n'aurait que 2 ou 3 secondes de bande. Cette puce enregistre et efface en boucle sans que le son n'en sorte jamais, jusqu'à ce qu'elle capte le mot magique. C'est là qu'elle va réveiller le téléphone et envoyer la requête sur le cloud. Pour les baskets, le coupable n'est donc pas le micro, mais les algorithmes. Grâce aux traces numériques que l'on laisse un petit peu partout sur Internet et au GPS des téléphones, les algorithmes publicitaires nous connaissent par cœur. Ils savent par exemple qu'on se trouve à tel endroit avec tel ami, que cet ami a les mêmes centres d'intérêt que nous et qu'il a cherché des baskets sur le web le matin même. En faisant ce qu'on appelle de la corrélation de données, l'IA derrière tout ça déduit qu'on a les mêmes goûts et va nous proposer une pub pour des baskets. Ce n'est pas de l'écoute mais de la statistique de masse. C'est plus efficace et beaucoup moins gourmand en ressources qu'enregistrer des millions d'heures de conversation. Les algorithmes sont si performants qu'ils peuvent anticiper un besoin avant même qu'on le formule, rien qu'en observant nos habitudes de navigation. Demandez à une IA de générer une photo de chat samouraï sur Mars et hop, en quelques secondes, elle vous sort une image aussi improbable que bluffante de réalisme. Comment c'est possible ? En fait, tout commence par l'entraînement de l'IA. Ses concepteurs lui ont fait ingurgiter des milliards d'images avec leur description. Cela permet à l'IA d'apprendre par exemple à quoi ressemble un samouraï, à quoi ressemble un chat et à quoi ressemble la planète Mars. Pour créer votre image de chat samouraï sur Mars, l'IA utilise la méthode de la diffusion. On peut comparer ça au bloc de pierre brut utilisé par un sculpteur pour faire une statue, sauf que le bloc de pierre de l'IA, c'est un nuage de pixels chaotiques qu'on appelle le bruit numérique, un peu comme la neige sur les vieux écrans de télé. Et tout comme le sculpteur retire de la matière sur son bloc pour former sa statue, l'IA retire des pixels pour faire apparaître des formes, des contours, des détails, jusqu'à obtenir l'image finale. Mais comment l'IA fait-elle pour être capable de me proposer plusieurs images de chats samouraï ? En fait, le bruit numérique permet aussi une forme de hasard. Il est toujours différent au départ. Une même phrase ne donnera donc jamais 2 fois la même image. Et si la phrase n'est pas précise, l'IA bouche les trous en cherchant ce qui est le plus probable dans ce qu'elle a déjà vu. Par exemple, qu'un chat est souvent roux, qu'une femme a souvent les cheveux longs et que le ciel est souvent bleu. Chez vous, un épisode de Game of Thrones ne dure jamais 55 minutes, mais plutôt 30. Vous trouvez les vidéos TikTok de 3 minutes interminables où vous écoutez systématiquement vos podcasts en x1,5. Et bien dans ce cas, vous êtes sûrement un adepte du speedwatching. Adulé par certains, décrié par d'autres, cette pratique très prisée par la Gen Z consiste à visionner des vidéos en accéléré, y compris des séries et des films. I don't know if it's just me, but does anybody else watch shows in 1.5x or 2x?
Like, it's so hard for me to sit down and binge watch a show all day. Like, I just don't have the patience. Est-ce que je suis le seul qui regarde les séries en accéléré? C'est-à-dire que là, moi, je vais en vitesse fois 1,25. Comme ça, c'est juste accéléré, ça fait blablabla. Mais ça parle en mode de normal, des versions vite, comme moi, je pourrais parler. Comme Netflix, aujourd'hui presque toutes les plateformes se sont adaptées aux spectateurs pressés. La plupart proposent soit une fonctionnalité permettant d'accélérer la vitesse de visionnage, ou encore la possibilité d'avancer par saut de 10 secondes. Certains diffuseurs vont même encore plus loin. La Smart TV américaine TiVo propose par exemple une option permettant d'accélérer et de corriger la voix des acteurs, histoire que notre cher Thomas Shelby des Peaky Blinders ne se retrouve pas avec une voix de chipmunk. Bien évidemment, les réseaux sociaux comme Instagram et TikTok ont instauré la possibilité de visionner les vidéos en x2 pour le plus grand bonheur des utilisateurs. Non mais cette technique, elle va te faire gagner un temps fou en termes de visionnage, de commérage, de scrollage, de tout ce que tu veux, genre. Je suis choquée que personne m'ait parlé de ça encore. Sur TikTok, cette habitude est tellement rentrée dans les mœurs que certains créateurs de contenu conseillent carrément à leurs abonnés de regarder leurs vidéos en x2 via ce genre d'indication au début de leur contenu, quand bien même ceci ne dure pas plus de 3 minutes. Mais alors, quel intérêt de se faire la dernière saison de Stranger Things en x1,5 me direz-vous? Eh bien, on a posé la question au chercheur en sociologie Clément Combe et voici ce qu'il nous a répondu. En fait, le speedwatching, ça s'inscrit dans un mouvement assez large d'accélération des consommations culturelles et médiatiques. On est amené à répondre à de nombreuses sollicitations, a fortiori avec les réseaux sociaux numériques qui vraiment ont bien compris, ont implémenté tout un ensemble de choses pour solliciter via la dopamine, etc., pour solliciter notre attention et notre intérêt. Par exemple, si on prend une grande série des années 2000 qui s'appelait The Wire, avec une série avec une temporalité, une rythmique qui allait très bien pour l'époque, aujourd'hui, elle paraît très lente. Parce qu'on a été habitué à des séries dont le rythme lui-même s'est accéléré et qu'en plus, on est en capacité d'accélérer nous-mêmes avec un paramétrage simple sur telle plateforme ou tel logiciel. Et le speedwatching ne s'arrête pas aux séries et aux films. Depuis quelques années, le phénomène touche aussi la musique et les podcasts. Dans ce cas, on parlera carrément de speed listening. Sur TikTok, le hashtag SpeedSong, qui rassemble les morceaux en version accélérée, cumule plus de 2,4 millions de publications, sans compter les flopées de playlists Spotify et YouTube entièrement composées de morceaux remixés en vitesse x2. Bon, mais alors, est-ce que c'est grave, docteur? Eh bien, d'après une récente étude de l'Université de Californie à Los Angeles, il paraît que notre cerveau s'y habitue plutôt bien. Les chercheurs ont rapporté que 85% des étudiants interrogés consultent leurs fichiers audio et vidéo en vitesse accélérée. Plus intéressant encore, une expérience conduite avec un document audio portant sur l'Empire romain a montré que les étudiants l'ayant écouté en x2 avaient obtenu les mêmes résultats que ceux l'ayant écouté à un rythme normal. Et honnêtement, est-ce que ça nous surprend vraiment? L'an dernier, une fameuse trend TikTok avait montré que certains hommes ont tellement peu de charge mentale qu'ils trouvent le temps de penser à l'Empire romain au moins une fois par jour, comme quoi même en accéléré, certaines habitudes ne changent pas. Décembre 2025, une vidéo virale générée par IA annonce un coup d'État en France. À l'heure actuelle, les informations non officielles évoquent bien un coup d'État en France, dirigé par un colonel dont l'identité n'a pas été révélée, et la possible chute du président Emmanuel Macron. Sur les réseaux sociaux, des dizaines de contenus présentent à tort un coup d'État dans un pays du monde, comme ici en Côte d'Ivoire, au Bénin ou au Cameroun. Et les pays africains ne sont pas les seuls pays visés. À en croire plusieurs vidéos, l'Espagne, le Chili et le Mexique ont connu le même sort en 2025. Qui se cache derrière ces vidéos? Dans nos différents cas, il s'agit d'un créateur de contenu digital ou de formateur en création IA. L'un d'entre eux propose même une mini-formation en création de vidéos par IA, tarif affiché, 3000 francs CFA, un peu moins de 5 €. Mais quel est l'intérêt de publier ces vidéos? Certains utilisent l'argument du divertissement, mais est-ce le cas pour tous? 20 minutes a contacté tous les auteurs de ces vidéos pour connaître leurs intentions. Seul l'un d'entre eux nous a répondu. Et l'un de ceux qui a annoncé un faux coup d'État en Côte d'Ivoire. Originaire du Burkina Faso, le jeune homme dit proposer un contenu qui s'inscrit dans une logique de démonstration des capacités et des dérives possibles de l'intelligence artificielle. Et à aucun moment,
de désinformer le public. Mais faut-il le croire sur parole? Méfiance. Pour Vincent Berthier, responsable du desk technologie et journalisme chez Reporters sans frontières, cela pose une autre question, celle de la traçabilité et de la transparence des contenus. Est-ce qu'un contenu qu'on va voir a été généré entièrement ou partiellement par intelligence artificielle, ou est-ce qu'il est produit par des journalistes, par des analystes? En fait, aujourd'hui, les gens ont besoin de savoir à quel genre de contenu ils ont affaire. Est-ce qu'ils ont affaire à un contenu qui est un contenu d'information, qui est un contenu faux, qui est un contenu humoristique? Et c'est d'autant plus le cas en période électorale. En regardant la date de publication de ces vidéos, on s'aperçoit d'ailleurs qu'elles ont été publiées dans un contexte politique précis. Prenons la vidéo annonçant un coup d'État au Mexique. Celle-ci a été publiée le 3 novembre 2025, au moment où le mouvement de la Gen Z prenait de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Celle sur le Bénin, au lendemain d'une tentative de coup d'État dans le pays, déjouée par les autorités locales. Le faux coup d'État en Côte d'Ivoire, à quelques semaines des élections présidentielles, période où la Côte d'Ivoire faisait face à une vague de désinformation. Les périodes électorales font toujours l'objet d'une attention particulière pour ceux qui produisent la désinformation, parce que c'est là qu'il y a des enjeux, et c'est là qu'il y a potentiellement une capacité à faire basculer dans les démocraties des résultats électoraux dans le prisme, dans une direction qui arrange les désinformateurs. Une dernière question se pose donc, qui sont ces désinformateurs qui profitent vraiment de la désinformation? Si vous faites ça avec vos jeux vidéo, vous risquez une amende de 1 500 €. On parle souvent de piratage dans le milieu du cinéma, de la musique ou des séries, mais c'est aussi un problème pour le gaming, et en particulier pour ceux qui créent les jeux vidéo. Si vous n'avez connu que l'âge d'or des plateformes de streaming ou de distribution sur Internet, ou que vous êtes très sage, vous n'avez probablement jamais téléchargé un contenu illégalement sur Internet. Pourtant, le piratage, c'était un assez gros problème dans les années 2000. Le piratage, c'est quoi ? C'est le fait de télécharger un contenu culturel pour en profiter ou le partager sans en avoir les droits, sans l'acheter. Sur Internet, des groupes de pirates en ont même fait un véritable métier. Les joueurs attendent la sortie des cracks avec au moins autant d'impatience que celle des jeux, et des figures, presque des influenceurs, comme FeelGirlRepack par exemple, bénéficient de dons de la communauté qui préfèrent payer les hackers plutôt que d'acheter le jeu légalement. Et tout ça donne lieu à un véritable jeu du chat et de la souris. D'un côté, les pirates craquent les protections mises en place par les éditeurs pour rendre le jeu jouable sans licence. De l'autre, les créateurs mettent en place de plus en plus de défenses pour essayer d'endiguer le phénomène. Et c'est comme ça qu'un logiciel comme Denuvo, un des systèmes de protection les plus utilisés, se retrouve désormais inclus avec de plus en plus de jeux, et ça dès leur sortie. Ça au moins, c'est une boîte qui a su profiter de la situation. Au final, le piratage, ça coûte combien aux créateurs de jeux vidéo ? Parce que oui, c'est sûr que si des gens jouent gratuitement à un jeu qui vaut 20, 30, parfois 60 €, ça représente un gros manque à gagner pour les créateurs. Une étude a montré que si un jeu est piraté dans les 12 premières semaines qui suivent sa sortie, les revenus peuvent baisser de 20%. Parce que les premières semaines, c'est la période clé pour un jeu, c'est là où il y a le plus de ventes qui se font. Mais aux pirates aussi, ça peut leur coûter cher. Le téléchargement illégal, comme son nom l'indique, ce n'est pas autorisé, donc ne le faites pas. C'est une amende de 1 500 € qui vous attend après 2 avertissements de l'Arcom. Alors, bonne nouvelle pour les créateurs, la tendance au piratage est plutôt à la baisse en France. Selon une étude, le téléchargement illégal de contenu culturel a encore diminué de 27% entre 2021 et 2023, et ça notamment grâce à une offre légale toujours plus présente. Alors, on est sauvé, le jeu vidéo ne fera pas faillite tout de suite. Si je vous demandais de créer de la musique, vous vous imaginez déjà sur un logiciel compliqué avec plein de pistes audio et des réglages incompréhensibles. Et pourtant, il existe un site très simple qui aide à faire du son sans rien connaître au solfège, sans instrument et sans même savoir lire une note. Ce site s'appelle Incredibox, il est français et il a le mérite d'être né avant Instagram. Tout a commencé en 2006 à Saint-Étienne quand 3 amis fraîchement diplômés en art et design ont eu l'idée de créer un jeu musical. Chacun autodidacte dans son domaine, Alan, Romain et Paul passent de longues heures à imaginer le code, la musique et le graphisme de ce qui deviendra la toute première version d'Incredibox. Fin 2009, le projet voit enfin le jour sous la forme d'une page web en Flash et le site en est aujourd'hui à sa 9e version, plus de 15 ans plus tard. Chaque version correspond à un univers musical différent avec sa propre identité graphique, ses sonorités et son ambiance. Le style actuellement disponible gratuitement est un hommage à l'âge d'or du hip-hop des années 90.
Incredibox, c'est une expérience à mi-chemin entre le jeu vidéo et la création musicale. Le principe est d'une simplicité redoutablement accessible. Vous avez devant vous une série de personnages et chacun peut produire un son. Il suffit de glisser une icône correspondant à un son sur un personnage pour l'activer et la musique se construit en temps réel, sous vos yeux et surtout dans vos oreilles. Ce qui est fascinant, c'est que tout est pensé pour que ça sonne globalement juste. Peu importe l'ordre ou votre niveau, impossible de produire quelque chose de totalement faux. En quelques secondes, vous avez l'impression de diriger un groupe, de composer un morceau plutôt cohérent, et très vite on optimise, on touche et on ajuste les réglages. On enlève un son, on en teste un autre, on cherche l'équilibre parfait ou le drop idéal. Un système de quête vous permet également de vous familiariser avec des enchaînements audio qui fonctionnent bien et de découvrir la composition pensée par les créateurs du site. Mais Incredibox ne s'arrête pas au jeu, les morceaux créés par les utilisateurs ou les développeurs peuvent être enregistrés, partagés et certains ont même connu une seconde vie sur les plateformes de streaming. L'objectif, initier les élèves à la composition musicale de façon ludique, intuitive et collaborative. Une manière très concrète de montrer que la musique n'est pas réservée à une élite ou à ceux qui maîtrisent la technique, mais qu'elle peut être un terrain d'expérimentation accessible à tous. Pour aller plus loin, Incredibox existe aussi en application payante. En la téléchargeant, vous accédez à l'ensemble des styles musicaux, passés et futurs, sans restriction. C'est à la fois un moyen de soutenir le projet et de transformer cette expérience en nouvelle passion. Finalement, Incredibox incarne parfaitement ce qu'est un super lien, un espace où le jeu devient apprentissage, où la technologie stimule la créativité et où chacun peut, en quelques clics, se découvrir un nouveau talent. Si vous utilisez cet emoji, c'est grâce à ce gars. Lui, c'est Jeremy Burge et il a créé le site Emojipedia. Vous ne vous êtes jamais demandé d'où venaient ces images qu'on utilise pour communiquer par texte? Eh bien lui, si. Et son parcours a beaucoup à nous apprendre sur la façon dont on fabrique les emojis. Alors, petit retour en arrière, Jeremy Burge, c'est pas lui qui a inventé les emojis non plus. Cet honneur, on l'accorde souvent à un japonais, Shigetaka Kurita, et à l'entreprise SoftBank en 1997. C'est à la même période, la fin des années 90, que le téléphone portable commence à se faire une place dans la poche des gens. Et donc, tout est bon pour ajouter un peu de fun à cette pratique qui ne fait pas encore partie des habitudes et pour se distinguer dans un marché ultra concurrentiel. Chaque téléphone a donc son propre set d'emojis et l'image peut s'afficher différemment ou pas du tout selon l'appareil de votre destinataire. Concrètement, ça veut dire qu'un emoji sourire peut ressembler aussi bien à ça qu'à ça ou même à ça. Au fur et à mesure, les gens se sont mis à utiliser de plus en plus ces emojis, y compris dans les mails parce qu'Internet arrive à peu près au même moment. Et dans les années 2000, on s'est dit qu'on allait mettre un peu d'ordre dans tout ça. Et c'est là que le consortium Unicode entre en jeu. Unicode, c'est une organisation qui a pour but de gérer les standards informatiques. En gros, et sans rentrer dans les détails techniques, ils font en sorte que tout le monde programme et représente les lettres de la même façon, afin qu'un ordinateur en France et un ordinateur en Chine puissent communiquer entre eux. Dans les années 2000, donc, Unicode se penche sur le cas des emojis. Avec des entreprises occidentales, comme Google et Apple, ils s'accordent sur la façon de définir et de représenter visuellement une première série. Ces efforts combinés et l'arrivée des smartphones ont vraiment fait exploser l'utilisation des emojis. Si bien qu'à un moment, il a fallu des gens pour cataloguer tous ceux qui existaient. Et c'est là qu'on en revient à notre fameux Jeremy Burge. En 2013, Jeremy Burge, un Australien passionné d'Internet et de petits détails d'interface graphique, ouvre son clavier et se rend compte de quelque chose. Il y a un emoji donut dont il ne connaît ni le nom officiel ni l'origine. Alors il essaie de chercher sur Google, mais trouve pas d'infos ou des infos peu fiables. Il va alors créer l'outil qu'il aurait aimé avoir, un véritable dictionnaire des emojis. Ce soir-là, en rentrant chez lui, il enregistre le nom de domaine Emojipedia. Ce qui commence comme un projet personnel devient rapidement une référence mondiale. Emojipedia recense chaque emoji, son nom officiel, ses différentes apparences selon les plateformes, Apple, Google, WhatsApp, etc., ainsi que les nouveaux ajouts du consortium Unicode. Les débuts ne sont pas spectaculaires. Pendant quelques mois, Emojipedia ne recense que quelques visiteurs par jour, mais une mise à jour du consortium Unicode qui va ajouter des centaines de nouveaux emojis va faire exploser le trafic vers le site.
Aujourd'hui, le site affiche parfois des dizaines de millions de visiteurs par mois et est devenu une référence pour les internautes curieux, les designers, mais aussi les journalistes ou même les linguistes. Ce projet, qui n'avait ni investisseur ni capital, devient bientôt une activité à temps plein pour Jérémy. En 2014, il lance la Journée mondiale de l'emoji et choisit le 17 juillet, parce que c'est la date qui s'affiche sur la plupart des emojis calendrier. Cette initiative, partie d'une idée un peu légère, prend elle aussi de l'ampleur. Elle rassemble les utilisateurs, des événements, des campagnes marketing, des discussions autour du langage visuel et même des événements culturels dans des musées. Parce qu'aujourd'hui, les emojis, c'est du sérieux. Unicode ajoute chaque année une dizaine de nouveaux pictogrammes et chaque choix fait l'objet de débats, de commentaires ou d'articles. Ajouter une image d'une femme avec un foulard sur la tête ou bien choisir de mettre une paella avec ou sans fruits de mer, ça fait l'objet de débats, voire de disputes qui mobilisent des personnes au sein de l'organisation. Il y a quelques années, par exemple, un groupe de scientifiques avait demandé plus de représentativité dans les emojis animaux en demandant l'ajout d'insectes en voie de disparition. Parce que ces petites images colorent aussi notre imaginaire. Jeremy Burge lui-même a par exemple contribué à un redesign plus fidèle de l'emoji skateboard ou à l'ajout de drapeaux pour le Pays de Galles et l'Écosse. Il a travaillé directement avec le consortium en participant à des comités techniques et en défendant la clarté et la représentativité des emojis. Et si vous voulez faire pareil que lui, eh bien c'est possible. Parce que n'importe qui peut proposer un emoji. Pour ça, il vous suffit juste de remplir un dossier en envoyant votre icône en noir et blanc et en couleur, un nom et surtout pourquoi votre idée est pertinente et importante. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager vos idées d'emoji dans les commentaires. Nous, il y a 2 ans, à 20 minutes par exemple, on avait proposé cet emoji couscous en expliquant que c'était un plat très célèbre en Afrique du Nord et en France et qu'il pouvait représenter à la fois ce mets à partager, mais aussi une forme d'ambiance traditionnelle, chaleureuse et conviviale. Spoiler, il avait été refusé, une terrible erreur si vous voulez mon avis. Dans tous les cas, si vous avez la flemme, je vous invite quand même à regarder le site du consortium Unicode pour voir les propositions qui ont été refusées. C'est marrant de se dire qu'on aurait pu avoir cet incroyable emoji visage qui gonfle par exemple. Un peu plus sérieusement, il y a plein d'histoires qui montrent que les gens ont besoin d'être représentés dans les emojis. Celui qui montre une femme voilée par exemple, on le doit à Rayouf Aloumedi, une adolescente saoudienne vivant en Allemagne qui avait fait campagne pour plus de représentation et d'inclusion dans les emojis. Plus de mots dans ce langage d'internet. Les emojis ne remplacent pas la langue, mais ils jouent un rôle très précis dans notre communication en ligne. Pour les linguistes, c'est un peu l'équivalent de l'intonation ou du langage corporel dans les discussions à l'oral. Si vous lisez d'accord, d'accord ou d'accord, ça ne veut pas du tout dire la même chose. Plusieurs études en linguistique et en sciences cognitives montrent que les emojis aident à réduire les malentendus dans les conversations écrites. Ils permettent d'indiquer une intention, une émotion, parfois même de l'ironie, là où le langage seul serait ambigu. On ne les lit pas comme des mots, mais on les perçoit instantanément comme un signal émotionnel. Réduisons à présent l'intensité lumineuse et notre temps d'écran avant de refermer cette salle. Merci d'avoir suivi une nouvelle fois le fruit de nos longues heures d'investigation. On se retrouve très bientôt et n'oubliez pas, il y a tant d'écrans et tant de choses à découvrir sur Internet. À très vite.